Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. La 9e édition de la Journée africaine de la jeunesse sera célébrée le 1er novembre sur le continent africain, évidemment, 1er novembre 2014. Monsieur Touré Mamadou, vous êtes le conseiller technique du président Alassane Ouattara en charge de la jeunesse et des sports. Avant d'aborder la situation de la jeunesse africaine aujourd'hui, les maux que cette jeunesse africaine traverse, ou alors les maux qui la minent, peut-être devons nous arrêter un moment sur le procès de l'audience de confirmation de charge de l'ancien ministre de la jeunesse du président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. C'est une bonne chose qu'il soit jugé à la CPI, M. Blé Goudé? Merci pour l'invitation. Ce que je vais révéler d'abord, c'est de dire que ce procès pour nous marque un tournant dans l'histoire de notre pays. Vous savez ce que Charles Blé Goudé a incarné dans ce pays. Il avait un certain leadership, mais qui a plutôt servi à manipuler des jeunes. On a vu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, l'instrumentalisation des jeunes, des casses, des tueries, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la page Blé Goudé avec ce procès est définitivement tournée en Côte d'Ivoire. Alors c'est ce que vous pensez, vous, qu'il y a définitivement... Est-ce qu'il n'y a pas un risque de crispation aussi d'une partie de la jeunesse qui se reconnaît toujours en lui et qui ne va pas favoriser la réconciliation nationale? Il a forcément des partisans. Depuis son transfèrement jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de réaction outre mesure. Beaucoup de jeunes avec qui nous échangeons aujourd'hui reconnaissent s'être trompés il y a quelques années, reconnaissent avoir été instrumentalisés. Aujourd'hui, le président Ouattara est en train de travailler pour le ramener à leur vraie place. Leur vraie place, c'est d'abord aller à l'école, c'est avoir du boulot pour travailler, c'est de participer au développement de leur pays, que de participer donc à une prétendue lutte pour un prétendu panafricanisme débridé, mais qui en réalité n'a servi que les intérêts d'une minorité. Et quand la procureure de la CPI, Madame Fatou Bensouda, déclare encore lors de l'ouverture du procès de confirmation, l'audience de confirmation des charges de Charles Blé Goudé, elle déclare que les poursuites vont justement poursuivre, vont continuer, dans tous les camps, y compris d'ailleurs dans le camp de ceux qui sont en place. Ça vous inquiète, ça vous rassure? Non, on n'a pas été rassuré ou ne pas être rassuré. La CPI est maîtresse de sa procédure. Et je veux dire, avant même Mme Bensouda, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, avait mis un point d'honneur sur le fait que tous ceux qui étaient donc mêlés à des violations graves des droits de l'homme pendant la crise post-électorale devaient répondre. Une commission d'enquête a été mise en place. Cette commission d'enquête a produit son rapport qui a été transmis donc par l'entremise du ministère donc de la Justice à la justice ivoirienne, qui est en train donc de suivre ce dossier et normalement, à un moment donné, tous ceux qui ont été mêlés donc à des cas de violation grave des droits de l'homme se retrouveront devant des tribunaux, même en Côte d'Ivoire. Là n'est pas la question. Aujourd'hui, il s'agit donc du procès de Charles Blé Goudé, qui a été un acteur majeur dans le drame ivoirien. Est-ce qu'il a été le seul? Non, je ne dis pas qu'il a été le seul. La preuve, c'est que Laurent Gbagbo se retrouve aussi à la CPI et que Degbo Blé a été condamné en Côte d'Ivoire. Vous indexez toujours le même camp. C'est le même camp que vous indexez. Non. Pourquoi ne pas reconnaître que tout le monde... Mais parce que je ne veux pas non plus m'adonner aussi à un jeu d'équilibrisme. En Côte d'Ivoire, il y a clairement un camp qui a été à l'origine donc du drame que nous avons vécu. Il ne faut pas faire le mélange des genres. Et il y a un camp clairement qui a planifié des tueries. Si à côté, certaines personnes ont aussi commis des crimes, mais ces personnes vont répondre donc de ces crimes. Venons-en maintenant à la journée africaine de la jeunesse. Le continent africain, c'est 1 milliard d'habitants, dont pratiquement les 2 tiers ont moins de 25 ans, 70% de la population à peu près à moins de 25 ans. Quel avenir pour cette jeunesse africaine? Mais la jeunesse africaine représente tous les défis de ce continent. C'est ce que tout le monde dit. Oui, mais tout le monde le dit, mais sur la base de ce que vous venez de dire, un continent jeune, une force de travail, mais ce défi peut être un désastre si un certain nombre de mesures ne sont pas prises dans le secteur de l'éducation. Permettre d'abord à cette jeunesse d'être éduquée et d'avoir la meilleure formation possible, de pouvoir avoir des opportunités en termes d'emploi, en termes d'insertion,
voici les défis, et même au niveau sanitaire, prémunir cette jeunesse contre certains fléaux tels que le VIH-Sida, contre certains fléaux tels que la drogue. Si nous arrivons... Comme Ebola aujourd'hui? Oui, Ebola, oui, mais bon, Ebola va largement au-delà donc de la jeunesse, mais il y a un certain nombre de problèmes qui sont spécifiques à la jeunesse. Alors, si cette jeunesse dont vous parlez, on se rend compte qu'elle est de mieux en mieux formée. Toutes les études le disent, et pourtant, elle n'a pas plus de travail. Ah non. Quand vous dites, si. Ah non. Ah ben si, je vous le dis, elle est de plus en plus formée, de mieux en mieux formée. Toutes les études le montrent. Et pourtant, elle n'a pas davantage de travail. Non, je vais me référer au rapport du PNUD qui a dit que l'Afrique n'a pas un problème d'emploi, il y a plutôt un problème de sous-emploi. Si vous me dites que la plupart des jeunes aujourd'hui, même formés, ça donne à des petits métiers... Oui, ils sont sous-employés, c'est ça? Oui, donc ils sont sous-employés, donc là c'est un défi à régler. Qui doit le régler, ce défi? Mais c'est les pouvoirs publics, c'est les différents gouvernements, c'est les partenaires au développement. Il y a aussi les problèmes d'inadéquation entre les formations reçues par certains jeunes et les offres d'emploi. Il faut arriver à régler de façon définitive cette problématique pour leur permettre d'avoir donc des formations qui leur permettra donc d'être opérationnels sur le marché du travail. Alors, puisqu'on a la chance de vous avoir sur le plateau et que vous êtes le conseiller technique du président Ouattara en charge de la jeunesse et des sports, une question, ce sera la dernière, sur la CAN 2021 que la Côte d'Ivoire abritera. Est-ce qu'elle sera prête, la Côte d'Ivoire? Mais la Côte d'Ivoire sera prête, et d'ailleurs c'est pour cela que la CAF lui a donné la possibilité d'organiser la CAN en 2021, puisqu'il y a une équipe technique de la CAF qui était en Côte d'Ivoire pour évaluer nos infrastructures sportives existantes, et la Côte d'Ivoire a été jugée apte à organiser. Il y aura des travaux qui vont se faire d'ici 2021, la réhabilitation de certains stades ou la construction de nouveaux stades. Je peux vous dire par exemple qu'à Niamey, qui est une banlieue de la Côte d'Ivoire, verra d'ici quelques temps la construction d'un stade d'une capacité de 60 000 places. Donc, le président Alassane Ouattara et le gouvernement offriront donc à l'Afrique l'une des meilleures CAN en 2021. Merci beaucoup, Monsieur Touré Mamadou, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique du président Alassane Ouattara en charge de la jeunesse et des sports, et que vous nous entreteniez donc sur la prochaine journée africaine de la jeunesse et aussi sur l'actualité des jeunes en Côte d'Ivoire. D'ailleurs l'actualité tout court, puisque on a parlé également du sport. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Afrique 24.